Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir et puis de vous voir si nombreux. Comme quoi les objectifs qui nous résistent, ça motive. Venir un vendredi matin à 9 h, bravo, je vous félicite. Vous faites partie de ceux qui se lèvent tôt pour aller mieux et pour obtenir des résultats qui sont de mieux en mieux, en amélioration. Alors, je connais certains d'entre vous, d'autres moins bien. Alors, je me présente, je suis Sabine Boyer-Gonçalves. Je me suis donnée pour mission d'aider les entrepreneurs, les managers et les chefs d'entreprise à retrouver le goût et la fierté de leur entreprise. Parce que finalement, le mal-être au travail, ça ne concerne pas que les collaborateurs, ça concerne aussi les chefs d'entreprise, les managers, qui sont aussi surmenés que les autres, qui sont aussi dans le stress et parfois jusqu'à l'épuisement professionnel. Ça, je me suis rendu compte, moi, dans mes 25 ans d'expérience professionnelle dans le management et plus de 15 ans en tant que chef d'entreprise, que finalement, les problématiques, elles étaient surtout liées à deux problèmes. La première, c'est une incompréhension de la situation. Et la deuxième, c'est un manque d'outils ou en tout cas de capacité à répondre correctement à cette situation. Donc, c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais autour des comment atteindre son objectif récalcitrant ou comment atteindre cet objectif qui nous résiste, eh bien, comment mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi il nous résiste. Et deuxièmement, eh bien, vous donner des clés pour mieux avancer et mieux répondre à cette situation. Est-ce que ça vous convient comme programme? Oh, super. Alors, allons-y. Donc, effectivement, au programme, dans un premier lieu, je vais vous parler de la motivation. La motivation, on en parle beaucoup. Moi, je pense que la motivation est surjouée. En tout cas, on met trop d'espoir dans la motivation. Mon premier point. Mon deuxième point, ça sera pourquoi tous les objectifs finalement ne se ressemblent pas. Le troisième, qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas à quel objectif on a affaire? Qu'est-ce qui peut se passer et peut-être ce qui vous bloque aujourd'hui? Et dans un quatrième point, eh ben, j'essaierai je vous partagerai avec vous des étapes pour avancer concrètement aujourd'hui sur cet objectif. Alors, vous avez remarqué, je vous ai donné un papier et c'est un atelier qui va être un peu interactif, une conférence un peu interactive. Donc, je vais vous poser quelques questions pour commencer. C'est important de commencer avec quel objectif en tête vous êtes venu aujourd'hui. Voilà. Quel est cet objectif qui peut vous résister aujourd'hui, ou en tout cas, quel objectif est important pour vous? Et la deuxième question, ça sera de noter de 1 à 10 l'importance que cet objectif a pour vous dans votre vie. C'est important de se poser la question parce que si cet objectif n'atteint pas un 7 ou un 8, vous aurez du mal à l'atteindre. Il faut vraiment que c'est, au moins en tout cas, se poser la question du pourquoi. Pourquoi cet objectif est important? À quel niveau il est important? À quoi il répond dans ma vie? Ça peut être différentes choses, ça peut être même les choses les plus banales, ça peut être simplement, ça simplifierait beaucoup ma vie personnelle, je pourrais plus m'occuper de mes enfants, je pourrais avoir une vie sociale plus développée, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est important de se poser la question du pourquoi. Et instinctivement, sans vraiment y réfléchir, pour vous, quel est l'aspect, l'élément qui vous freine? Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à ces 3 questions. Quel est l'objectif qui vous résiste? Quel est son niveau d'importance? Et instinctivement, qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui?
Très bien, merci Zik. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient partager le résultat de leur réflexion? Allez, lancez-vous. Oui. Pour moi, mon objectif, je vous l'ai dit, c'est ma liste de noms. Je travaille en réseau, Oui. et la clé du réseau, c'est la première chose à faire, c'est définir son pourquoi, et la deuxième chose à faire, c'est faire sa liste de noms. Ça fait 4 ans que je suis en réseau, ça fait 4 ans que je sais, je fais même des formations, donc j'explique à tout le monde l'importance de faire sa liste de noms, et pour moi, la mienne, elle végète. D'accord. Voilà. Et alors, voilà, j'ai un blocage là, et je ne fais pas cette liste de noms, et malgré que je connais l'importance de la faire, avec sur une note moi, de 1 à 10, l'important, je dirais même 12. D'accord. Donc, tu veux développer en fait la liste des noms de tes contacts pour pouvoir développer ton entreprise. Il faut déjà la faire. Voilà, il faut la faire. S'y mettre et c'est une très forte importance pour te développer et développer ton entreprise. Et alors, quel élément te freine selon toi? Et ça, je n'ai pas défini. Je dirais que j'ai beaucoup de vraies mauvaises bonnes excuses. Okay. Mais tu te trouves des excuses tout le temps, chaque jour. D'accord. Là, j'ai pas le temps. Je la ferai demain. Alors, je procrastine, on va dire. Je la ferai demain. D'accord, tu procrastines. Demain, je m'y mets. Fausses excuses, procrastiner. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, ici. Alors, l'objectif qui me résiste actuellement, c'est la production de contenu. C'est la production de contenu. Alors, le contenu, c'est ce qu'on met sur Internet, sur différents réseaux, pour faire en sorte que les gens connaissent notre expertise et viennent à nous. Le contenu que tu partages, hein, voilà. Pour faire connaître ton expertise sur des Internet. articles, des vidéos, etc. D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, ben, c'est quand même 8. L'importance de réaliser ça, puisque c'est comme ça que normalement je fonctionne. Et le frein, j'ai un petit peu cherché, et en fait, c'est que quand on crée du contenu, c'est pas un revenu immédiat. J'ai un revenu sur investissement immédiat. En fait. D'accord. Parce qu'on fait du contenu qu'on a un client. D'accord. Tu vois pas de résultat immédiatement. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça qui freine aujourd'hui. D'accord. C'est le manque de résultats immédiats que tu peux constater. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Une dernière personne? Écoutez, vous voyez, on a des objectifs qui sont très importants pour nous, mais qui nous résistent. Combien de créateurs d'entreprises se trouvent dans la pièce? Levez la main. Voilà. OK. Porteurs de projet? OK. Des personnes qui accompagnent les porteurs de projets et les créateurs d'entreprises? OK. Très bien. Donc, vous voyez, ça va vous parler. Hein. Je vais vous parler du cercle de la culpabilité. Je vais prendre mon propre exemple. Moi aussi, je suis en création d'entreprise, hein, puisque j'étais avant salariée. J'étais aussi chef d'entreprise pour mon propre compte. Mais là, aujourd'hui, je lance une nouvelle activité. Et pour ce lancement de nouvelle activité, j'ai aussi cet objectif d'entamer une véritable démarche commerciale. Je pense que la prospection, c'est souvent la bête noire des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets. Pourtant, moi, comme vous, hein, sûrement, j'ai pas mal d'expérience. J'ai été dans la finance internationale, j'ai été responsable de portefeuille de clients et donc j'avais besoin de faire de la prospection. De même, j'ai été commerçante pendant 4 ans, donc bon, le rapport avec les autres, je connais. Et donc, naïvement, au début, j'ai construit tout mon plan de prospection. Je me suis formée à ce qui était, ce qui je pensais pouvoir ne pas avoir comme compétence auprès de la BGE notamment et auprès de Raquel, que je remercie ici, qui représente Nucléum et la couveuse et la pépinière couveuse dont je fais partie. Donc voilà, j'ai fait tout ça, j'ai planifié le chemin, mais au moment de me mettre en action, mon cœur s'est complètement liquéfié. Hein. J'avais mon corps aussi, tout. Voilà, au moment de passer le premier appel, j'en perdais mes mots, mon pitch bien préparé, tout d'un coup, j'arrivais plus à le sortir. Et pourtant, j'étais partie vraiment souriante,
avec une forte motivation, mais comme je n'étais pas à l'aise, mes premiers résultats ont été décevants. Et à partir de là, on rentre, enfin en tout cas, moi ça m'a déçue. Je me suis dit, oh là, mais comment ça se fait quoi, que je n'obtiens pas de bons résultats. J'ai quand même continué parce que la volonté c'est important, quand on veut on peut, faut que je garde ma motivation. Donc j'ai continué, les résultats étaient, enfin ça faisait rien dans mon corps, c'est pareil, hein, j'étais très tendue et les résultats étaient, j'avais quelques résultats mais pas suffisamment par rapport à ce que j'espérais. Et donc, je rentrais dans une frustration qui s'accompagnait vite de culpabilité. Ça veut dire, j'en fais pas suffisamment, je procrastine, hein, je cherche des excuses, il y a toujours quelque chose qui va contre mon chemin. Donc, c'est vraiment, en fait, je suis pas suffisamment motivée, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Ou après, je rentre dans une perte de confiance en moi parce que je me dis, bah, finalement, je suis pas si bonne que ça. Parce que si les gens pensaient que j'étais bonne, mes prospects pensaient que je suis bonne, ben, ils signeraient avec moi. Donc vraiment, dans un cercle de perte de frustration, culpabilité, perte de confiance et finalement encore plus de procrastination. À la force de volonté, j'y retourne et je peux faire plusieurs fois le cercle jusqu'à, pour certains, heureusement pas pour moi, mais pour certains, carrément abandonner. Dire ben, finalement, hein, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. Je vais rechercher un poste de salarié, je l'entends souvent. Et ben voilà, c'est parce que on se met dans ce cercle de la culpabilité en se disant si je le voulais vraiment, j'y arriverais. Et là, j'y arrive pas, donc je ne dois pas vraiment le vouloir. Donc, autant abandonner. Je vais essayer de vous proposer un autre chemin qui va vous faire atteindre l'objectif là-haut de votre étoile. Alors, la motivation est-il un super pouvoir? Je voulais vous parler d'une étude qui a été faite aux États-Unis auprès de patients atteints de graves problèmes cardiologiques, graves problèmes du cœur, et dont le cardiologue a dit qu'il fallait absolument qu'ils changent radicalement de mode de vie, de style de vie, alimentaire, sportive, etc. Voilà. Et que c'était absolument vital pour eux. Savez-vous combien de patients ont réussi à passer à l'action? 2%. Combien? 2%. Non, quand même pas. Là, ils sont à l'article de la mort. Hein? Non, à peine 15%. 1 sur 7. Donc, vous voyez, si vous avez une forte motivation, et là, elle était forte, hein, c'était de vie ou de mort. En tout cas, il y a une force de l'habitude. Hein, je crois que c'était Einstein qui disait la force la plus puissante de l'univers, c'est celle de l'habitude, qui fait que la motivation, elle peut être vraiment insuffisante. Elle est importante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais elle est peut-être surévaluée. Le rôle de la motivation est probablement surévalué dans toute notre éducation occidentale et notre contexte occidental, puisque quand vous allez parler à quelqu'un, ben, il faut être motivé. Je n'ai pas la motivation, je n'ai pas la volonté. Il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent dans le discours qu'on peut avoir. Quand on veut, on peut. On l'a entendu tellement de fois quand on était gamin. Et je dis simplement, c'est surévalué, c'est important, mais c'est surévalué. Il y a d'autres choses qui se jouent. Et Einstein disait aussi, la formulation du problème est aussi importante que la solution. Ce que je vous propose là, c'est de poser le problème autrement. Atteindre un objectif, ça demande de faire des ajustements dans sa vie, d'avoir des changements au niveau de certains éléments de sa vie. Robert Dilts et avant lui George Batson en ont identifié 5. Ça s'appelle la pyramide des niveaux logiques, peut-être, probablement certains la connaissent. Et c'est montre que le changement va concerner différents niveaux, hein, qui ne sont pas forcément hiérarchiques, mais différents niveaux de notre vie.
Ça peut être notre environnement, le contexte dans lequel on est. On va devoir faire des modifications, des changements peut-être, soit de comportement, d'action, on va devoir faire de nouvelles actions ou en abandonner d'autres. Acquérir des nouvelles compétences. Moi, j'ai dit, je me suis formée à la prospection. Des nouvelles capacités. Mais il y a aussi un niveau plus personnel qui va demander à ce qu'on fasse des updates de nos croyances ou de nos valeurs, ainsi que notre niveau d'identité. Lorsque tout ça est aligné, lorsqu'on a fait les changements nécessaires, qu'on a tous ajusté, finalement, atteindre notre objectif, c'est relativement fluide, c'est relativement facile. Je vais vous donner un exemple. Je vais peut-être vous l'interpréter à travers un exemple, celui de la prospection. Si je me lance dans la prospection, je vais devoir ajuster mon environnement. Si je ne suis pas dans un cadre calme, par exemple, je ne peux pas passer mes appels téléphoniques. Donc, je vais devoir trouver un endroit calme pour le faire. Peut-être aussi, je vais m'équiper d'un CRM, d'un logiciel qui me permet de gérer mes relations clients. Donc, tout ça, ça va concerner finalement l'environnement, le contexte. On n'y voit pas bien, je ne sais pas si d'éteindre la lumière faciliterait la vision. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Pour faire, on utilise beaucoup le mot « le faire », donc pour faire ma prospection, je vais devoir avoir de nouveaux comportements, adopter de nouveaux comportements. Par exemple, m'allouer du temps, c'est-à-dire abandonner certaines activités et mettre en priorité ma prospection. Donc ça, ce sont des actions que je mets en place. Ça peut être le fait de téléphoner, de relancer, d'écrire un pitch qui me permet de bien me présenter. Tout ça sont des actions que je mets en œuvre. Pour les mettre en œuvre, je peux avoir besoin d'acquérir des nouvelles compétences. On en a parlé, de suivre un cours pour faire face aux objections du client, par exemple. Voilà, on va se former à différentes compétences ou capacités suivant notre situation personnelle. Mais après, il peut y avoir un niveau plus personnel, parce que ces trois niveaux-là, si vous demandez à n'importe qui, à votre voisin, normalement, il va vous donner des conseils pertinents. Il va vous dire, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais arrêter de faire ça, tu devrais peut-être prendre tel logiciel. Et ces conseils, ils peuvent servir à n'importe qui finalement. Enfin, ils sont génériques, ça fonctionne, c'est ce qu'on apprend la plupart du temps. Par contre, il y a des niveaux qui sont un peu plus personnels, qui sont le niveau des valeurs. Voilà, quelles sont les valeurs fortes pour moi et quelles sont les croyances, c'est-à-dire la vision que j'ai sur la vie, les hypothèses qui se sont renforcées au cours du temps et qui me font dire c'est comme ça que le monde fonctionne et donc est-ce que j'ai de la chance dans ce monde-là? Par exemple, dans la prospection, pour moi, ça aurait pu être je fais partie d'une couveuse, je veux m'inscrire comme consultante ou formatrice. Les clients ne vont pas me prendre au sérieux parce que je suis en couveuse. Voilà. Donc ça peut être une croyance. Quelqu'un d'autre ne la partagera peut-être pas. Et elle est pas fondée sur des faits. C'est quelque chose que je me suis construit dans ma tête. Mais qui, du coup, vous voyez bien, si je ne revisite pas ça, à chaque fois que je vais aller voir un client, je ne vais pas être à l'aise. Ça peut être, je peux aussi avoir une valeur qui est forte chez moi, qui est la valeur du respect. Et quand j'étais petite, que j'avais quelque chose à raconter à mon père ou à ma mère, il me répondait « je suis occupée, ne me dérange pas ». Okay, donc ça peut maintenant ça peut se traduire dans ma vision du monde que si je vais prospecter un client, un prospect, pardon, je vais le déranger. Et ça ne se fait pas de déranger parce que je suis quelqu'un de respectueuse. Et là, on va toucher aussi l'identité. Je suis quelqu'un de respectueuse, donc je ne vais pas, si je l'appelle, je vais vraiment le déranger. Ça va être
contre mes valeurs, ça va être contre qui je suis. Et ça, c'est très personnel. Ces deux niveaux-là vont être très personnels, vont dépendre du vécu de chacun, de ce qu'il a pu faire comme hypothèse pour pouvoir vivre dans l'environnement où il était, environnement qui est différent suivant les personnes. Et donc, ce sont vraiment des niveaux très personnels qu'il va falloir aller voir personnellement, vous, en étant aidé ou pas. Mais en tout cas, c'est un travail qui vous revient. D'aller voir qu'est-ce qui peut être cette croyance ou ces valeurs ou l'identité que je me fais de moi-même. Par exemple, moi, j'ai dirigé 900 personnes et j'avais l'habitude qu'on fasse ce que je demandais. Hein, mais là, c'est moi qui vais devoir le faire. Donc, ça va quand même atteindre l'identité. Il va falloir que je bouge mon identité, comment je me vois, moi, pour pouvoir faire comme n'importe quel inconnu, faire cet appel téléphonique. Donc ça, ce sont des valeurs très personnelles, enfin, ce sont des niveaux très personnels. Et là où ça se complique en plus, c'est que ces niveaux communiquent entre eux. Hein, vous avez, par exemple, le comportement, si je dois faire de nouvelles actions, je vais devoir acquérir de nouvelles compétences si je ne les ai pas. Donc, ça communique, mais aussi, souvent, on dit je ne fais pas ça, je procrastine, j'ai d'autres choses à faire, je ne sais pas faire, j'ai pas envie de faire. On est dans le niveau, souvent c'est au niveau comportemental, mais finalement le problème peut se situer ailleurs. Ça peut se situer au niveau du comportement, au niveau des croyances, pardon, au niveau des croyances, au niveau de l'identité qu'on se fait de soi, l'idée qu'on se fait de soi. Donc, parfois, c'est un peu difficile de trouver réellement ce qui nous bloque, mais sans ajuster ces niveaux-là, tous les niveaux finalement, c'est quand même assez… ça demande vraiment beaucoup de difficultés à atteindre son objectif. Alors, vous allez noter des freins. Regardez votre frein. Et dites-vous à quel niveau, je vais vous remettre à quel niveau il pourrait correspondre. Isabelle, tu as dit par exemple la procrastination. Donc, je suis dans les valeurs, croyances, identité. Je suis tout à fait, mais alors complètement dans l'exemple que tu as donné. Si j'appelle, parce que le fait de faire ma liste de noms, là tu as mis le doigt dessus, j'espère souris. Je t'ai dit que je ne savais pas finalement où était exactement le frein. Ben là déjà en quelques minutes, je vois où il est le frein. Donc on voit que ce n'est pas une question de compétence. Enfin, ce n'est pas qu'une question de compétence, ce n'est pas qu'une question de motivation, c'est même pas une question d'environnement. Hein. Souvent on dit ah oui mais c'est parce que je suis pas forcément dans le bon contexte. On me demande toujours beaucoup de choses autour de moi, du coup je suis pas bien. C'est pas forcément que ça non plus. Mais en fait, ce qui se passe, on va aller regarder ce qui se passe, c'est que c'est la sécurité d'abord. Alors pour ça, je vous ai fait une magnifique illustration. Voilà notre objectif qui est le drapeau rouge en haut. Et nous avons bien planifié ce que nous devions faire, le chemin que nous devions prendre pour atteindre notre objectif, notre petit drapeau là-haut. On s'arme de notre sac à dos, toutes nos compétences, nos capacités, et également notre bâton de pèlerin qui est notre motivation. Et on avance sur le chemin. Mais tout d'un coup, un danger survient. Un danger survient. Et tout de suite, un mur se met entre moi et ce danger-là. Et en fait, j'ai pris le symbole de l'antivirus d'un ordinateur parce que c'est un peu ce qui se passe. Un antivirus, vous ne savez pas quel est le virus derrière l'antivirus. L'antivirus, il se met en marche. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il vous empêche d'atteindre votre ordinateur. Bon, normalement, quand il est bon aussi, il s'occupe du virus, mais prenons un antivirus qui ne peut pas résoudre ce virus-là. Ça se met automatiquement, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On ne voit même pas l'ours derrière, on ne voit pas le danger. Il se met en marche. Et là, notre cerveau
reptilien qui a priorité sur tous nos cerveaux et qui est chargé de notre survie a trois possibilités, trois grandes possibilités. La première, c'est l'attaque. Pour assurer notre survie, on va attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre camion de pompiers, on va l'escalader, on va essayer d'éteindre le feu de ce pare-feu, et puis effectivement, le pare-feu va partir, mais l'ours, le danger, il est toujours là. Peut-être pas immédiatement, mais quand on va continuer sur le chemin, il va réapparaître un jour ou l'autre. Et du coup, l'antivirus va se remettre en place, le système de protection va se remettre en place et on va se ressentir freiné. Et comme on est habitué à la volonté, à réagir, etc., on va reprendre, mais je n'avais pas dessiné ça, on va reprendre notre camion de pompier et on va refaire ça. Mais à force, on va être fatigué et on va avoir deux autres stratégies pour faire face à ce danger. Ça va être la procrastination, c'est-à-dire la fuite. Non, pas la procrastination, parce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a une stratégie de fuite. Donc, la stratégie de fuite, ça peut être s'occuper à faire autre chose. J'ai toujours quelque chose de mieux à faire que de me mettre à ma tâche, à la tâche que j'ai prévue dans ma planification. D'accord? Donc ça, c'est une autre stratégie. On l'entend souvent, la procrastination, faire autre chose, on l'entend souvent. Et il y a une autre stratégie, c'est faire le mort. Hein, des fois, il y a des animaux dans la nature, ils ne bougent plus quand ils sont en face d'un fort danger. Et bien nous, on se met à procrastiner. Ça rejoint un peu faire autre chose parce que c'est un peu lié, mais parfois on ne fait juste rien. On fait le mort parce qu'il y a le danger. Donc, comment on fait pour se débarrasser de ce danger derrière? Et là, on va commencer à amorcer qu'est-ce qu'on fait? On a compris la situation à peu près de ce qui se passe. Donc, comment on peut agir? Mais au lieu de s'occuper du pare-feu, on va s'occuper du danger. Et on va construire un piège. Alors qu'il ne va pas faire de mal à l'animal, je vous rassure. L'ours ne sera pas blessé, mais il sera paralysé. Et du coup, le pare-feu va disparaître et quand je vais avancer, il ne se mettra plus en route parce que je me serai occupée de ça. Bon, dans l'idéal, hein, ça demande quand même beaucoup d'itérations, ça ne se fait pas aussi simplement que ça. En vous présentant ce chemin, je vous ai un peu présenté la démarche. Pour pouvoir aller voir quel est ce danger et qu'est-ce qui se passe en moi, je vais devoir aller mettre une stratégie autre qui est d'abord observez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions que je fais à la place de faire ce que je devrais faire? Tu l'as bien dit, Isabelle, si je fais ma liste de prospects, je vais devoir appeler après. Donc là, si je ne faisais pas en fait tout ce que je fais à côté et qui m'empêche de faire ma liste de noms, qu'est-ce qui se passerait de pire pour moi? Posez-vous cette question. C'est une façon de voir quelle est la peur que j'ai, quel est l'ours. Voilà. Qu'est-ce que je mets en place pour empêcher d'aller vers ce danger-là? Et du coup, si je ne le faisais pas, qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le plus gros danger que je courrais? Et après, vous allez identifier probablement une croyance, une vision du monde qui vous fait penser ça. La croyance, c'est pour Isabelle, c'est si j'appelle quelqu'un, je ne tomberai jamais au bon moment et ça ne sert à rien que je le fasse finalement. Ou vraiment, ça va m'atteindre parce que moi, je ne suis pas une fille comme ça ou je ne suis pas une femme comme ça. Donc là, vous avez votre hypothèse, qui est votre vision du monde.
Cette hypothèse, elle a été construite sur de nombreuses années. Et en fait, cette vision du monde, elle vous a protégé pendant un certain temps de choses que, voilà, que vous aviez besoin de faire, enfin, vous aviez besoin dans un environnement de faire des choses. Et cette croyance, elle peut être une croyance très positive à un moment donné, mais aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. En tout cas, elle vous limite. Donc, vous allez aller tester dans votre quotidien la validité de cette croyance. Et ça, vous allez le tester en sécurité, parce que je vous ai dit, si vous vous mettez en danger, il y a un système de protection qui va se mettre en place. Donc, c'est étape par étape que vous allez le faire. Ça peut être de décider sur la croyance du respect, c'est peut-être de trouver dans ton passé des moments où tu as quand même tu as dérangé, où tu aurais pensé que tu dérangeais quelqu'un et finalement tu lui as servi. Ça peut être regarder son passé, regarder des faits qui font que finalement cette croyance, elle n'est plus aussi vraie que ça. Ça peut être des tentatives que tu fais sur des personnes que tu connais et qui vont te dire « Ah, je suis contente de t'entendre parce que j'avais besoin de toi. » Ok, donc c'est tester sur votre hypothèse. Testez votre hypothèse dans un environnement sécurisé. Et une fois que vous aurez fait bouger votre vision du monde, que c'est pas forcément s'en débarrasser, hein, partez pas avec l'idée qu'elle est fausse parce qu'elle est peut-être vraie. Mais peut-être qu'elle est vraie dans certains moments et pas dans d'autres. Donc vous pouvez au moins la faire bouger un peu. Peut-être qu'elle est utile encore dans votre famille quand vous parlez à votre mère ou autre, mais peut-être qu'elle n'est pas vraie dans votre milieu professionnel. Ou peut-être qu'elle est vraie, mais avec certaines personnes, dans un certain environnement, en faisant comme ça. Vous allez tester, et du coup, une fois que vous avez testé et que vous l'avez un peu élargi, hein, voilà, élargi dans le sens elle est plus souple, elle vous tient moins, le corps, et revenez à votre objectif. Et avancez vers votre objectif. Parce que l'idée, c'est d'aller vers cet objectif quand même. Hein. Ce n'est pas juste de penser, de réfléchir sur soi pendant des siècles. Et donc, évaluer en continu également, parce que peut-être que la croyance était la bonne, la première que vous allez tester, mais finalement, il y en a peut-être d'autres qui vont se réveiller derrière. Hein. Donc, c'est un travail en continu. Vous pouvez refaire la démarche de la même façon. Vous posez. C'est une exercice. En fait, c'est une gymnastique d'esprit, une gymnastique qui vous tient alerte de faire ça régulièrement. S'il y a quand même 2 points d'attention, la première, c'est qu'effectivement, on n'a quand même pas l'habitude, et c'est général, on n'a pas été élevé comme ça, on n'a pas l'habitude de s'observer, d'observer ce qui se passe en nous, et ça peut être difficile de réellement voir ce qui se passe. Par contre, les autres qui vous entourent, un ami, quelqu'un de confiance, vous pouvez le mettre dans l'histoire. Vous dites, voilà, moi j'essaie de voir ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais m'observer ou est-ce que tu pourrais me dire ce que tu vois qui peut me freiner? Voilà. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être après des professionnels. Par exemple, moi, effectivement, je fais des formations pour aider les personnes à travers ces étapes-là. Manu, par exemple, a participé à un de mes accompagnements. Il pourra vous en parler si vous le souhaitez. Ça peut être bien de s'entourer parce que comme ça, on va plus vite, on acquiert de bonnes bases et ça permet après, en toute autonomie, de le réutiliser dans d'autres contextes. Et ça peut changer vraiment des choses très importantes, débloquer des choses très importantes dans votre vie et avoir une satisfaction par rapport au travail qu'on met en place et les résultats qu'on obtient. Donc, la première chose, entourez-vous. Et la deuxième chose, moi, qui me tient très à cœur, c'est rester concentré sur votre objectif.
Parce que dès qu'on commence à creuser nos croyances limitantes, lorsqu'on commence à creuser notre expérience passée, on peut y passer des heures et des heures et des heures et que tout finisse par un peu s'embrouiller et finalement, on ne sait plus trop bien comment ça se connecte à notre objectif et parfois même, ça peut nous démoraliser. Donc, c'est important de garder ce lien avec l'objectif. Vous faites ça pour faire un premier pas qui soit plus satisfaisant pour atteindre cet objectif. Et vous allez donc, du coup, voir des petits résultats, mais qui vont changer des choses dans votre environnement, qui va changer des choses dans votre entreprise, etc. Et donc, vous aurez envie d'aller un peu plus loin. Mais si vous vous perdez en réflexion, vous allez rester au niveau du mental, mais finalement sans résultat, ce qui n'est pas la vie. Hein. Pour moi, ce n'est pas la vie. C'est important d'avoir des pas et avancer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, ce qu'on a vu, c'est attention à la motivation. La motivation, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et ça peut être même paralysant et décourageant. La deuxième chose, c'est important de savoir, la deuxième chose, c'est qu'il y a différents niveaux d'objectifs et de changements. Et donc, c'est bien de savoir auquel on a affaire. On peut le découvrir au cours de l'atteinte de notre objectif, bien sûr. Hein. Souvent, c'est ça d'ailleurs. La troisième chose, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Si on ne prend pas ce temps-là, qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie aujourd'hui? Et c'est normal de réagir avec de la culpabilité parce qu'on ne sait pas forcément comment faire autrement. Et puis, la démarche qui est possible aussi pour avancer concrètement sans aller passer trop de temps dessus non plus. C'est un processus continu. Alors maintenant, voilà, vous avez compris que l'action pour moi, c'est important. Donc, je vais vous demander de passer à l'action maintenant. Et dans ça, deux choses. Je vais demander deux choses. Je ne sais pas quelle heure il est. Ça va. Je vais vous demander deux choses. La première chose, c'est que vous avez cette feuille que je vous ai distribuée. Cette feuille-là, et à un moment donné, vous avez des questions. Si vous devez faire quelque chose aujourd'hui, au moins, mettez ça en œuvre, répondez chez vous tranquillement à ces questions-là par rapport à votre objectif. Parce que si vous attendez 2-3 jours, vous aurez tout oublié de ce qu'on a partagé aujourd'hui. L'important, c'est de passer à l'action. Et c'est à passer à l'action tout de suite. Si ce n'est pas ça, choisissez un truc que vous avez envie de faire et faites-le tout de suite. Et la deuxième chose que je vais vous demander, c'est soit de partager maintenant vos ressentis, vos questions ou autres, soit vous avez des petits post-it là, de mettre un commentaire, un feedback, quelque chose qui peut me faire progresser, quelque chose que vous avez bien aimé, des suggestions peut-être sur une autre intervention que vous souhaiteriez de la même forme. Vous le notez sur un post-it, vous en prenez autant que vous voulez et puis vous les collez là et je les ramasserai après. Eh bien, merci de votre participation. Vraiment, c'était un cadeau pour moi. Avec plaisir.